prêts à entrer dans le vif du sujet. Donc, notre premier panel officiel de la journée sur la thématique « Les aspects distinctifs des meilleures entreprises entre authenticité et attraction ». Alors, le panel va être d'une durée de 35 minutes environ et il y aura une période de questions de 10 minutes. Alors, je vous encourage vraiment à les poser dans la discussion instantanée. Vous êtes vraiment invités à le faire. Alors, la personne qui va leader ce panel-là, je vous présente donc Catherine Légaré, qui est présidente et fondatrice d'Academos et cofondatrice et présidente d'Elo Mentorat. Bonjour, Catherine. Parfait, merci Camille. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui là, qui viennent d'apparaître à l'écran. Puis j'introduirai la thématique du panel ensuite. Donc, je vais commencer avec Lucie Houle, qui est leader expérience employé, talent et culture à la Banque nationale. Bonjour Lucie. Bonjour tout le monde. Karine Jobin ensuite, qui est vice-présidente des ressources humaines chez Cascade, emballage carton-caisse. Bonjour Karine. Bonjour Catherine. Et enfin, François Ducharme, qui est associé fondateur et directeur général du Bureau de Québec de Tact Intelligence Conseil. Bonjour François. Bonjour. Allô. Bonjour. Alors, voilà, pour faire suite à la discussion qu'il y a eu sur la semaine de 4 jours. On va parler d'autres mesures que vous avez mis en place dans vos entreprises, un peu là dans le même esprit. Donc, pour introduire ce panel-là, je pense qu'on est plusieurs entrepreneurs, gestionnaires à se poser des questions sur la gestion des ressources humaines futures, actuelles, surtout en contexte post-pandémique. Donc, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que se reconnaître dans l'entreprise pour laquelle on travaille, c'est une priorité pour les employés qui s'en viennent chez nous? Quels sont les aspects distinctifs des meilleures entreprises et celles qui se démarquent en contexte post-pandémique? Dans mon quotidien au travail chez Elo Mentorat, j'accompagne des entreprises de toute taille qui souhaitent offrir du mentorat à leurs employés. Forcément, je suis en contact direct avec des professionnels des ressources humaines. J'entends ce qui les occupe au quotidien, même parfois ce qui les empêche de dormir. Puis ça revient souvent au recrutement de nouveaux employés en contexte de pénurie, surtout avec le phénomène de la grande démission. Je ne sais pas si vous avez entendu des données là-dessus, là, mais on estime en Amérique du Nord qu'il y a 40 à 50% des gens qui envisagent changer d'emploi en 2022, là, ce qui est énorme. Il y a d'autres défis qui sont de créer un sentiment d'appartenance, de développer le talent des employés en travail hybride. C'est de trouver les bons leviers aussi pour retenir les membres de nos équipes, tout en stimulant leur engagement dans les projets de nos entreprises. Qu'est-ce qu'ils recherchent, ces employés-là? On va en avoir une meilleure idée cet après-midi là, avec le dévoilement des résultats de l'enquête Travaillons ensemble. En attendant, je pourrais vous partager 4 constats là, pour ouvrir la discussion de ce qu'on a fait chez Academos en 2019. Donc, on a fait une enquête auprès de jeunes Québécois de la génération Z par rapport à leurs attentes face au monde du travail. Donc, ils sont rendus à 17 à 29 ans en ce moment, ces jeunes-là. Donc, le premier constat, c'était que pour les aides, réussir leur vie professionnelle, c'est synonyme d'équilibre. Donc, 93% de nos répondants souhaitaient travailler pour une entreprise qui offre beaucoup de flexibilité à ses employés. Le deuxième constat qu'on avait, c'était que les jeunes de cette génération-là souhaitent que l'entreprise qui les emploie soit éco-responsable, favorise la diversité et contribue positivement à la société. Donc là, on est dans l'univers des valeurs. C'était 80% de nos jeunes là, qui disaient qu'ils accordaient de l'importance à la diversité en milieu de travail et plus de 90% des jeunes qui disaient souhaiter que leur employeur contribue de manière positive à la société. Le troisième constat, c'est que la moitié des jeunes sont intéressés par l'entrepreneuriat. Et le dernier, qui a rapport peut-être à la formation en entreprise, la moitié des jeunes se sentent mal préparés pour leur entrée dans le marché du travail. Donc, c'était 4 grands constats là, qu'on avait sortis. Donc, il n'est pas étonnant que les employeurs s'y attardent, bien sûr. Puis pour nous inspirer dans les prochaines minutes, on a nos 3 panélistes qui ont mis en place des choses dans leur entreprise. Et on va voir ce qu'ils ont mis en place, ce qui en résulte, les avantages qu'ils en tirent.
Alors, on va commencer tout de suite avec la première question, justement. Quelles sont les pratiques que vous avez mises en place dans vos entreprises pour favoriser l'attraction et la rétention de main-d'œuvre? Qu'est-ce qui est facilitant? Qu'est-ce qui est un obstacle dans votre secteur? Alors, on va commencer avec Karine chez Cascade pour vous entendre sur ce que vous avez mis en place. Merci Catherine, très inspirant ton introduction. Écoutez, 3 minutes pour parler de rétention, attraction. Je vais essayer de me limiter le plus possible, laisser de la place à mes collègues. C'est sûr que ça va être entrecoupé. L'important, puis je vais probablement me répéter, puis j'assistais à la conférence là, de Camille de Poche et Fils, il faut rester aligné avec nos valeurs. C'est important de rester soi-même comme entreprise, de rester aligné. Donc, les initiatives qu'on fait, que ce soit pour attraction, rétention, ça se ressent. Mais rapidement, pour peut-être y aller en rafale, au niveau de l'attraction, bon, oui, Cascade au Québec, c'est une entreprise qui est connue, qui a une belle réputation. Mais comme vous savez, le Cascade est partout en Amérique du Nord, donc on se doit de se différencier, de se démarquer, pas seulement au Québec, mais dans le reste de l'Amérique du Nord. Donc, tout ce qui est visibilité, ce qui est très important, c'est de se donner une belle visibilité, pas seulement au moment du recrutement, mais aussi comme entreprise. Donc, que les gens te connaissent, savent qui tu es. Tu parlais tout à l'heure là, de ce qui attire les jeunes générations, tout le développement durable, mais Cascade, ça fait partie de notre DNA. On est vert depuis 1964. Comme on le sait, la majorité de notre production est faite de matières recyclées. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qu'on met de l'avant. Donc, on se donne cette visibilité-là sur le marché. On parle de nos bons coups dans les médias. On est présent dans les médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, pour ne nommer que ceux-ci. On est aussi associé à des fondations qui nous tiennent à cœur et qui est alignées avec les valeurs de Cascade. Qu'on parle de la Fondation Charles Bruno. À chaque année, on participe au Circuit bleu, au vélo, etc. Donc, ça démontre aussi l'importance pour Cascade d'être impliqué au niveau de la santé des gens, la santé des employés. Fondation David Suzuki aussi qui défend là, tout le développement durable, l'économie circulaire. Donc, c'est de se donner une visibilité, ce qu'on fait beaucoup de plus en plus pour justement attirer les talents. On s'assure que notre processus, dans les défis aussi, là, que notre processus est ciblé quand on est dans le recrutement. On mentionnait, Camille l'a mentionné au niveau de Poche et Fils, Cascade, c'est une entreprise manufacturière. Donc, j'ai des employés salariés, mais j'ai aussi des employés horaires. Donc, dans le recrutement, il faut vraiment que nos initiatives soient ciblées. On a des initiatives globales chez Cascade. On va parler, par exemple, du programme de référencement. Donc, qui est mieux placé que nos employés pour aller chercher, solliciter des employés? Donc, on a mis en place un programme de référencement où on donne des sous aux employés qui réfèrent des candidats qu'on recrute. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup. On est capable d'aller chercher des gens à ce niveau-là. On a aussi mis en place un programme d'influenceurs. Donc, on accompagne des employés qui ont le goût justement d'être présents sur les réseaux sociaux, d'être présents dans des activités universitaires, cégep, collégiales pour parler de Cascade. Donc, on a mis aussi en place ce programme-là. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il faut être ciblé. Donc, on est vraiment à l'écoute de chacune de nos unités, que ce soit aux États-Unis, au Canada, et c'est eux aussi qui doivent mettre en place des initiatives, des activités de branding ou de sollicitation, de faire parler d'eux, dans le fond, dans leur communauté. C'est eux qui savent à qui s'adresser. Puis, pour nous donner des exemples, il y a certaines villes aux États-Unis où on va faire de la publicité dans des événements sportifs locaux. On va faire de la publicité dans les windshields en bon français, dans les centres d'achat, dans les voitures pour parler de notre organisation. Donc, encore une fois, il y a plein de petites choses. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais l'important, c'est que ça soit ciblé. Puis rapidement, en termes de pratiques innovantes, ce qu'on a mis en place chez Cascade dans les dernières années, justement, pour aller chercher les différentes générations. Puis je te dirais honnêtement, Catherine, avec la COVID, ça nous a aidé, ça a été un leverage pour ces nouvelles pratiques-là. On a mis en place, par exemple, le télétravail mode hybride pour nos employés salariés. Donc, on croit encore, nous, à une présence en usine ou une présence dans les bureaux, mais d'un 50% à la maison. Travail à l'étranger. On permet aux employés de travailler 4 semaines par année, n'importe où dans le monde. Donc, travail à l'étranger. On a mis en place aussi Dress for the Day. Ça peut avoir l'air, pour certaines entreprises, un peu quelque chose que ça fait longtemps qu'ils ont mis en place, mais on se rappelle quand même Cascade. C'est ça, donc Dress for the Day. Donc, on n'a pas de Casual Friday. Dans le fond, on laisse la responsabilité aux gens à chaque matin quand ils vont travailler. Ben, c'est quoi la bonne façon de s'habiller, dépendamment de mes activités aujourd'hui. Oui, c'est ça.
Je passerai Exactement, peut-être à exact. François maintenant Oui, pour avoir des exemples d'une autre entreprise, pas de puis on va y souci. revenir. Là. Il y a plein de questions qui me surgissent à l'esprit sur la gestion de la performance et tout ça, fait qu'on s'en reparle dans quelques minutes. Alors, Parfait, François, qu'est-ce Catherine. que vous avez mis en place chez TACT? Je vais faire un peu de pouce sur ce qui vient d'être dit aussi parce que il y a des choses qui se recoupent. Là, nous aussi, les employés peuvent travailler à l'étranger. Le 4 jours semaine, on le permet aussi. Euh, Au-delà de tout ce qu'on disait, bon, nous, on est une PME, on a moins de 100 employés, on est une entreprise indépendante, donc on n'appartient pas à une multinationale, donc on a probablement plus de souplesse que mes collègues si on a des beaucoup plus grosses organisations, puis ça nous permet de faire des choses. Nous, on essaye aussi de créer, puis c'est fou, mais maintenant, les avantages sociaux, c'est comme un no-brainer, c'est ordinaire. D'avoir des assurances, d'avoir un rire, tout ça, c'est pas assez ni pour recruter quelqu'un, ni pour le garder. Nous, ce qu'on essaye, c'est de devenir un agent de changement pour nos employés, de faire en sorte de les accompagner dans ce qu'ils souhaitent faire. Je pense que la rétention à tout prix, ça a des limites. Maintenant, les gens, il y a 50 ans, si je prends un parallèle boiteux, mais il y a 50 ans, les gens passaient leur vie avec le même conjoint. Maintenant, c'est plus comme ça. Puis tes jobs, c'est un peu ça. Les gens changent beaucoup plus qu'avant. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est les accompagner. Même des fois, on leur trouve des jobs ailleurs. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'ils nous reviennent, qu'ils aillent chercher des expériences, leur permettre, s'ils veulent, nous, on est une firme de consultation, s'ils veulent aller du côté client, les accompagner, leur trouver une job, les prêter à un client pour qu'ils nous reviennent. Donc, essayer d'être un facteur qui va favoriser leur croissance. Puis faire en sorte qu'ils nous en parlent. C'est très, très important. Après ça, on a effectivement toutes sortes de choses qu'on a essayé aussi de faire. Tantôt, vous parliez, et puis ça me revient toujours, vous faisiez état d'un sondage qu'il y a eu, puis effectivement, c'est intéressant, puis c'est des choses qu'on voit, mais ça répond pas à tout le monde. Ce qui fait que ce qu'on essaye de plus en plus de faire, c'est d'adapter à chaque individu, ou le plus possible à chaque individu, ce qu'on fait. Certains veulent être à 4 jours. Certains veulent avoir un congé prolongé. Certains, donc, essayer de faire des mesures qui vont leur permettre de s'adapter à ce qu'ils souhaitent. Bon, puis on fait des choses, on essaye de faire des clins d'œil. Donc, la semaine passée, on a dit à tout le monde, en février, les vendredis après-midi, on travaille pas. On sentait une certaine fatigue, donc on a donné ça. On a imposé, entre guillemets, le fait que maintenant, il n'y a plus de réunions internes le mercredi après-midi parce qu'on trouve que le monde sont en Teams tout le temps, ils n'ont plus le temps de réfléchir. Donc, on essaye de faire beaucoup de choses de ce type-là, mais surtout d'être un vecteur de changement pour nos employés, de les comprendre, de voir ce qu'ils ont envie de faire, puis de les aider. On avait une employée qui voulait partir d'une petite entreprise, on l'a aidé à partir de cette entreprise-là, elle travaille chez nous 3 jours sur semaine pour pouvoir le faire dans ces autres journées. Donc, on essaye de faire ça. On a une employée qui voulait déménager, on a ouvert un bureau dans une autre ville pour qu'elle puisse le faire. C'est des choses qu'on essaye de faire. OK. Ben, en fait, ça rejoint ce qu'on. Il y a comme une trame de fond depuis Camille chez Pas chez Fils, c'est vraiment d'être au diapason de son équipe puis de mettre en place des solutions qui vont favoriser l'engagement. Ben, on va continuer avec Lucie à la Banque nationale, qui est une grande entreprise. Donc, on va voir aussi ce qui est mis en place dans ce genre de milieu. Oui, puis ben moi, je vais faire du pouce sur François. Fait que quand tu parlais d'avoir aidé là, des employés à partir de leur bureau, fait que je vais aller dans le bout intrapreneurial en complément à ce qui a été dit. D'accord. Fait que je ne veux pas répéter. Je pense que tout ce qui a été nommé, on le fait aussi à la banque. Mais on a essayé de se démarquer parce qu'on est, oui, une grande entreprise, mais avec quand même une taille humaine. Puis ce que je trouve souvent, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on a des nouvelles recrues qui nous disent: «Hey, c'est drôle, ici, on se sent comme dans une start-up». Ce qui peut avoir l'air à la base, pas nécessairement cohérent avec une banque, mais on a réussi à reproduire ça, de par notre culture, nos valeurs, mais aussi notre taille. Puis on a gardé un certain esprit, intrapreneurial. Ce qui m'amène à parler du volet de ce que, souvent nos gens nous disent, puis qui reste un défi. Tu sais, on a parlé des choses qui vont bien, le fun. Je pense qu'un défi aussi qu'on a tous,
c'est de comment justement on alimente, on développe les gens en continu, on leur propose des nouveaux défis. Fait que je viendrais compléter les propos de mes collègues avec ce volet-là où on a investi beaucoup dans des programmes mentorat, sponsorship. On parlait Mhm. dans ton sondage, Catherine, que les gens se sentaient peut-être pas nécessairement bien préparés pour le Préparé. milieu du Mhm. travail. Alors, on a commencé à tourner le volume dans certains secteurs sur des stages, dans nos partenariats avec les universités, qui permet aussi après de compléter puis de t'aider dans ta préparation, tout ce qui est l'accompagnement. Fait que je pense que dans nos principales causes de rétention, c'est beaucoup les défis qu'on peut offrir. Puis comment on a un marché beaucoup plus dynamique à l'interne de l'emploi, puis qu'on permet aussi aux gens là, d'expérimenter différentes choses, différents Mhm. secteurs, se promener entre les secteurs. Fait qu'on mise beaucoup là-dessus. J'ajouterais en complément à ce qui a été dit, que tu peux faire carrière, puis quand tu changes d'un secteur d'affaires, des fois, tu as l'impression d'arriver même dans une nouvelle équipe, ce qui Nouvelle amène de la entreprise, nouveauté, ouais, c'est puis qui ça. permet aux gens d'apprendre. Fait que le virage aussi qu'on a pris dans créer une organisation apprenante en continu, on a beaucoup investi dans l'apprentissage social. C'est pas juste en classe, évidemment, ou à distance, là, mais l'apprentissage formel, comme on en sort, puis mis en place plein de mécanismes pour que les gens sentent qu'ils grandissent puis qu'ils apprennent même au quotidien. Fait que je compléterai les propos de mes collègues avec cet angle-là. Ouais, c'est un excellent point. En fait, je l'ai pas ressorti dans mes 4 constats, là, mais ce que les plus jeunes disaient aussi, c'est qu'ils cherchaient des organisations apprenantes, où ils Mm. pourraient se développer, tout ça. Puis ça concorde bien avec le désir d'entrepreneuriat aussi, où on apprend tout le temps, dans le fond, puis qu'on se développe, là. Donc, toutes ces initiatives-là sont très prisées, puis c'est pas juste par les jeunes, là, c'est, je pense, par tout le monde aujourd'hui. Euh, Ça amène une question quand même importante, puis je la vois aussi passer là, dans les questions de la salle, sur toute la question de l'équité de ces mesures-là. Par exemple, la question qui est arrivée de la salle, là, c'est est-ce que les mesures en place pour la conciliation travail-vie personnelle causent parfois de la dissension entre les employés? Comment on fait pour s'assurer d'une équité? C'est un exemple, celle-là, mais François en a parlé aussi tout à l'heure, hein, ce qui va rendre un employé heureux n'est pas nécessairement la même Mm. chose que pour un autre employé. Mais comment on s'assure qu'au final, l'ensemble de ces mesures-là vont satisfaire l'ensemble des gens, être équitable envers les gens et que ça soit vraiment des leviers d'engagement, là, surtout quand on considère toutes les préoccupations en équité, diversité et inclusion là, qu'il peut y avoir chez les jeunes en particulier. Alors, c'est une grande question, je le sais. Ouais. Je commencerai par Lucie, tiens, à la Banque nationale. Je pense que vous avez des initiatives d'ailleurs aussi en diversité et inclusion. Bon, peut-être qu'on peut passer à Karine. Je pense que Oui, Lucie Lucie est gelée. semble avoir des petits pépins techniques. Peut-être, Lucie, si vous nous entendez, de faire refresh là, dans votre navigateur. On nous a dit que c'était magique de faire ça. Alors, Si je Karine, peux. souhaitez-vous y aller? Ah, Ou ben, vas-y, Karine. François, François, peu vas-y, importe. t'avais après. Ben, Oui. Vas-y, François. l'équité, c'est toujours, puis dans des organisations comme la nôtre, puis comme probablement l'organisation d'un paquet de monde qui nous écoute de plus petits gabarits, c'est toujours un défi. Là. D'une part, le monde, il se parle de leurs conditions de travail, les gens se parlent de leur Bien salaire. sûr. Et bon, puis ça, il y a un travail à faire. Puis je pense qu'il y a une job de confiance aussi. Là. Nous, on a pris la posture de présenter, par exemple, tout l'ensemble de nos chiffres à nos employés à peu près aux 3 mois. Mais ils ont vraiment énormément de détails là-dessus. Les gens voient l'apport de chacun. On a mis aussi en place un certain nombre de programmes, comme des programmes de bonus trimestriels, qui font que les gens qui travaillent très, 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 très fort durant un trimestre, ils ont un bénéfice de ce travail-là rapidement. Ce qui fait qu'on essaie de faire en sorte que la rémunération soit très égale, mais que si des gens ont des apports particuliers ou des périodes plus intenses, ils vont aussi être reconnus, puis ils vont avoir le fruit de cet effort-là. Donc, en le faisant, en l'expliquant, moi, je pense que ça se fait assez bien. Nous, on n'a pas vraiment de problème
de jalousie, disons, entre les employés. Ce qui est complexe, c'est, puis on le disait tantôt, là, c'est que c'est pas uniquement une question de génération, mais probablement aussi, les gens souhaitent avoir une gratification beaucoup plus immédiate. Là. Puis je parlais des bonus trimestriels. Là. Faire des bonus annuels, nous, on s'est aperçu que c'était beaucoup trop long. Entre l'effort puis entre l'effort puis l'argent, il y avait beaucoup trop de temps. C'est pour ça qu'on a ramené ça trimestriel. Mais c'est vrai aussi pour les changements de titre, c'est vrai pour les promotions, c'est vrai pour tout ça. Là. On leur donne une promotion, puis un mois après, ils veulent savoir exactement c'est quoi les critères pour avoir l'autre après. Là. Bon. Puis nous, on est une petite organisation. Tu sais, dans une grande organisation comme au gouvernement, tu peux être professionnel classe 1 jusqu'à classe 10, professionnel A2 jusqu'à 9. Fait que tu peux en avoir aux 6 mois des promotions. Là, mais nous autres, tu sais, il y a probablement 8 titres entre la réceptionniste puis moi. Là. Ce qui fait que tu peux pas les faire monter aux 6 mois. Là. Ça, c'est complexe aussi. Là. Mais je pense qu'on y arrive. Là. Je pense que Lucie, madame vous êtes nous de est retour, revenue. alors je vais vous donner la Oui, parole. excusez, Oui, petit moment, mais je suis de la retour. technologie. Oui, oui, fait que vous étiez sur l'équité? Oui, Oui, c'est ça. Puis je disais que vous avez des initiatives en diversité et inclusion aussi à la oui, banque. Donc, peut-être si vous voulez nous en oui. parler un peu. Oui, fait que je pense que dans tout ça, par rapport à l'inclusion et la diversité, on a, depuis 3 ans, là, on a travaillé beaucoup à tout ce qui est le dialogue avec nos employés par rapport à ça. Puis, on a repositionné même notre conversation beaucoup plus autour de l'inclusion que de la diversité. On trouvait ça important que tous trouvent sa place. Puis c'est vraiment ça notre objectif par rapport à ça. Puis oui, de bâtir des équipes diversifiées, on l'a aussi amené dans un concept de la diversité qui peut être à plein de niveaux. La diversité des genres, la diversité de pensée, la diversité culturelle, la diversité de background. Mais que ce qu'on souhaitait, c'est que tout le monde aussi puisse avoir sa place puis se sentir bien, qui était la réelle finalité de ce qu'on essayait d'accomplir. Et quand on parle de diversité et d'inclusion, ben ça amène toujours le concept d'équité. On a aussi passé beaucoup de temps à s'éduquer sur la différence entre l'égalité et l'équité. Hein, l'égalité qui est tout le monde est la même affaire, puis l'équité, c'est tout le monde a des chances égales aussi. Donc, si certains groupes rencontrent des obstacles plus grands que d'autres, ça fait du sens d'avoir des programmes qui leur sont dédiés. Puis quand on Oui. s'explique ça entre équipes, ça ouvre toute une discussion fort intéressante, puis ça donne une perspective, tu sais, aux gens par rapport à ça, puis c'est là que ça fait du sens. Fait que je pense que dans la confiance et le dialogue et la sensibilisation, c'est très important par rapport à ça. C'est un de nos grands axes, puis on a réalisé que plus on s'approchait du concept de l'inclusion versus de la diversité, plus c'était positif, puis plus tout le monde autour de la table aussi pouvait contribuer à faire avancer l'entreprise dans ce sens-là. On a travaillé aussi beaucoup le volet de l'imputabilité puis de l'engagement de nos leaders dans ces discussions-là sur l'inclusion et la diversité. On utilise souvent, et je crois que c'est Camille qui a dit qu'il fallait que les leaders donnent l'exemple dans le travail de 4 jours. Bien, par rapport à la diversité puis l'inclusion, ça part aussi de là. Fait qu'on a travaillé avec la business, puis de ramener ça aussi jusqu'à notre réalité client. Puis dans tout ce qu'on faisait et évidemment dans notre impact social. Fait que c'est un gros morceau aussi de tous nos engagements par rapport à ça. Fait qu'on veut s'assurer que ça se traduit dans toute la façon qu'on opère. Oui, avec nos employés, oui, avec nos clients, puis oui, avec comment on s'engage dans la société. Fait que ça, c'est un élément important. Puis je pense que c'est là que les employés voient de la cohérence. Ils croient vraiment que ton entreprise est engagée. Quand ça se décline dans mon expérience comme employé, dans mon expérience client, puis aussi dans comment on est engagé dans la société, qu'on offre des programmes aussi de bénévolat. Nous, on a un programme aussi, nos employés font du bénévolat. On donne un certain montant aussi aux causes selon le nombre d'heures. Fait que toutes ces cohérences-là, elle a beaucoup d'impact pour les employés. C'est la différence entre une pizza d'initiative puis quelque chose qui est plus stratégique puis qui est orienté, qui est attaché à des valeurs puis qui est orienté dans le même sens. Oui, puis je pense que cette cohérence-là, que tu sois gros ou petit,
tu peux l'avoir dans Oui. ta façon d'amener les choses, puis t'assurer que Hmm. toutes tes parties prenantes, en fait, ça se tient. C'est Fait ça, que, c'est ça. voilà. Karine, vous souhaitiez réagir, je pense, Ben, sur la je veux dernière. pas qu'on se répète. Honnêtement, tu sais, je suis très en harmonie. Je supporte ce que mes confrères, consoeurs ont mentionné. Au niveau de l'équité, je pense, puis je le répète, tu sais, c'est de rester qui on est. Puis, dans la mesure où on est capable d'expliquer, puis Lucie, tu le disais, là, ça veut pas dire de traiter tout le monde de la même façon. Il y a des situations différentes qui se doivent d'être traitées de façon. Mais d'être capable de l'expliquer dans une grande transparence. Quand les gens voient que c'est aligné, qu'il y a une cohérence, comme tu disais, Lucie, ben ils vont abonder dans le même sens que toi. Là. Donc, non, au niveau salarial, que ce soit monétaire ou non monétaire, je dis pas qu'il n'y en a pas eu de défis dans l'application de toutes ces différentes mesures-là qui engagent les gens. Mais encore une fois, l'important, c'est de bien l'expliquer, puis les gens être à l'écoute des gens quand il y a des commentaires. Puis de donner l'ownership aux gestionnaires. On peut pas avoir des one size fits all, je le répète. Il faut donner l'ownership aux gestionnaires, de bien gérer son équipe, puis d'avoir la confiance de son équipe, puis avoir le feedback de son équipe. Mais je ne veux pas répéter ce que mes confrères ont dit. C'est bon. Fait qu'on va passer à un autre sujet, je ne sais pas si explosif ou la gestion de la performance avec toutes les mesures dont on parle, donc qu'on parle de la semaine de travail de 4 jours ou de flexibilité, de tout ce que vous avez nommé là, depuis le début de l'entretien. Je ne sais pas qui aimerait se lancer là, sur est-ce que ça a des impacts sur la gestion de la performance? Est-ce que ça a de l'impact sur le travail des gestionnaires dans vos organisations jusqu'à maintenant? Je vais peut-être Je vais encore me permettre. Vas-y. Vite, tu peux y aller. Tu veux y aller, Karine? Non, vas-y, c'est correct. Moi, je pense que comme gestionnaire, souvent, on a peur d'avoir peur. Puis, nous, ce qu'on s'est aperçu pendant la pandémie, mais avant aussi, c'est que, c'est comme le télétravail, là, souvent, on a un certain nombre de craintes, mais nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens étaient à la limite plus performants en télétravail qu'au bureau. Il y avait beaucoup moins de perte de temps. On a plutôt eu à resserrer un peu un certain nombre de contrôles, mais les contrôles, c'était pour que les gens prennent plus de temps pour eux. Parce que quand ils sont au bureau, ils prennent du temps pour dîner. Quand ils sont à la maison, ils se font un petit sandwich aux tomates qu'ils mangent devant leur ordinateur puis ils continuent à travailler. Donc, moi, je pense qu'on a souvent plus peur que moins peur. C'est-à-dire que on n'ose pas faire des choses en se disant peut-être que ça va diminuer la production. Nous, sérieusement, tout ce qu'on a fait, là, c'est vrai pour les congés prolongés, c'est vrai pour même l'été, on donne des vendredis l'été aux gens. Là. On donne des vendredis. Nous, on vend des heures, on est sur des heures facturables. Là. Ça n'a même pas d'impact. Là. Les gens font à peu près le même nombre d'heures quand il y a leur vendredi de congé, mais ils les font sur les 4 premières journées. Donc, les gens sont pas fous, les gens s'adaptent, puis je pense qu'il faut faire confiance au monde aussi, puis moi, je vois pas vraiment d'enjeu. Je pense qu'on s'en crée des enjeux. Je suis un peu d'accord avec toi. Vous êtes d'accord. Oui, mais c'est vrai qu'on a peur d'avoir peur, on a eu peur d'avoir peur, mais comme tu dis, il faut faire confiance aux gens. Puis nos employés, tous les employés, ont le goût d'être bons, on a le goût d'être compétents dans ce qu'on fait. Les gens ne veulent, c'est rare les employés qui vont se lever le matin et qui ont dit, moi, je n'ai pas le goût d'être compétent puis de contribuer à quelque chose de plus grand. Donc, faut pas se sous-estimer. Là. Nos gens veulent performer, veulent être compétents. Ensuite de ça, bien, effectivement, le gestionnaire, il y a un travail à jouer, tu sais, de collaborer, d'être à l'écoute des gens. Puis je suis d'accord avec toi, François, probablement que des fois, c'est à l'inverse, là, les gens, est-ce qu'ils se mettent des barrières avec leur vie personnelle versus la vie professionnelle de travailler de la maison? Mais c'est une question de confiance, c'est une question, justement, de se sentir valorisé, reconnu dans ce que tu fais, etc. Mais nous, on n'a pas eu de problème de performance. Puis là, je parle des employés salariés, évidemment, par rapport au télétravail, par exemple, ou des autres mesures de flexibilité. Au niveau des employés d'usine, c'est sûr qu'au niveau de la gestion, oui, on essaie de mettre en place des modes, des horaires flexibles, d'être à l'écoute des gens sur le type d'horaire, mais la gestion de la performance se fait quand même bien, étant donné que c'est un domaine peut-être un petit peu plus facile à suivre.
Et chez Cascade, la gestion de la performance et la gestion du développement des gens, mais ça appartient à l'employé. C'est à l'employé de se prendre en main, de prendre l'ownership de ce qu'il a à accomplir, puis d'aller chercher les outils. Donc, on met beaucoup d'emphase sur l'ownership du développement puis de la gestion de la performance dans les mains de l'employé, évidemment dans la relation avec son gestionnaire. Donc, encore une fois, si on fait confiance à nos gens, s'ils le sentent et qu'on leur donne cette latitude-là, on n'a pas vu de problématique. D'accord. Lucie, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui. Ben, en fait, tu as posé la question, est-ce que c'est plus exigeant pour les gestionnaires? Oui. Je vais dire que oui, d'une certaine manière. OK. La rapidité à laquelle ça change. Ce que j'ai le goût de partager là-dessus, 2 choses qui ont été utiles de notre côté. Quand on sondait nos employés, on avait aussi une question pour nos gestionnaires en particulier, où on leur demandait: «De quoi as-tu besoin en ce moment dans tes trimestres ou qui ferait une différence pour que tu puisses mieux soutenir tes employés?» Puis on bâtissait un peu au fur et à mesure avec eux différents outils par rapport à ça. Ça nous a été très utile pour capter rapidement. Puis ce qu'on a fait notamment pour la gestion de la performance, on a monté un atelier, puis ça a été très lié à la pandémie, là. J'ai pas vu mon employé, comment je me positionne. Fait qu'on avait différents cas d'usage ou les cas qui les stressaient le plus, puis c'était sous forme de discussion, puis ensemble, ils se donnaient une cohérence, puis une forme d'équité là-dedans. Fait que je voulais juste partager ça. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point, c'est sûr que quand tu donnes de la flexibilité, de la personnalisation, c'est plus de travail. Tes employés sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus reconnaissants et même productifs à la fin. Ouais. Mais pour le gestionnaire, quand c'est écrit dans une règle, puis c'est 0 ou 1, là, ben, tu as moins besoin d'être dans ton jugement, dans la Exact. conversation, puis à ne pas sous-estimer. C'est juste ça que je veux dire par rapport à ça. Ça marche. Alors, avant de passer à la période de questions, on en a déjà là, qui ont rentré. Je vous poserai une dernière question. En fait, dans la salle là, qui nous écoute, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs ou des gestionnaires qui sont dans des petites organisations. La question que j'aurais pour vous là, à répondre en 1 minute, disons, c'est si vous étiez dans une petite organisation, par quoi vous commenceriez? Parce qu'on sait qu'il y a moins de moyens souvent dans des startups ou dans des petites PME. Donc, par quoi vous commenceriez puis à quoi vous feriez attention? François? C'est l'avantage, puis je suis probablement la plus petite organisation ici, sûrement. Exact. L'avantage d'être petit, c'est aussi d'être souple. Puis moi, je pense que quand tu es une petite organisation, il faut que, si je donnais un conseil, je dirais oser, essayer, prenez une posture positive, c'est-à-dire que quand un employé a une idée, commencez pas par vous dire non, c'est impossible, ça va être difficile. Commencez par dire oui. Essayez des affaires. L'autre jour, là, quand on se préparait, je parlais, nous, après 1 an, puis on avait moyennement les moyens de le faire, mais on a fait notre premier party de Noël à New York. Moi, je pense qu'on est capable de faire des affaires tripantes. On se donne aussi une posture tripante. Puis je pense qu'il faut se mettre dans la position de se dire qu'on va faire un milieu de vie le fun. Puis, en même temps, je dis ça, puis si mes gens de ressources humaines sont là, ils ne m'aimeront pas, là. Mais il ne faut pas faire de la rétention à tout prix non plus. Moi, je pense que c'est impossible de garder tout le monde tout le temps. Ce qu'il faut, c'est, nous, ce qu'on essaye, c'est que les gens qui décident de nous quitter pour faire autre chose, puis on fait l'analyse des fois de ceux qui nous ont quittés, puis sérieusement, la plupart du temps, on n'avait pas la possibilité d'y retenir compte tenu de ce qu'ils allaient chercher ailleurs. Alors, ce qu'il faut, c'est les aider à aller chercher ce qu'ils veulent aller chercher, puis espérer qu'ils vont nous revenir un jour. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, garder le lien avec nos anciens, continuer à travailler avec nos anciens. Et ça, on crée donc une espèce de grande communauté où il va y avoir de la souplesse, où les gens vont partir, vont revenir. Ça, si on est capable de créer ça, on règle à court, moyen, long terme aussi notre problème de rétention, puis on va avoir du monde plus compétent qui vont nous revenir. Essayer de garder des gens 45 ans maintenant dans des jobs, là. Non. C'est bien beau faire ça, là. Il n'y aura jamais assez d'argent et assez de promotion possible, là. Fait que faut plutôt voir comment on va leur donner la possibilité d'aller ailleurs puis de revenir que d'essayer de les retenir à tout prix. Tu as raison. Si je peux me permettre. Tu parlais de souplesse, effectivement, peut-être dans des plus grandes organisations, mais
c'est pas une question de moyens financiers. Tu sais, je dirais le premier point que tu l'as abordé, François, c'est être à l'écoute des gens, à l'écoute de nos employés, à l'écoute des candidats potentiels, puis à l'écoute de nos anciens employés. On fait ça chez Cascade, on fait des entrevues de départ, mais on fait aussi des entrevues des gens qui ont quitté depuis peut-être plus que quelques mois, des potentiels candidats. Donc, d'aller être à l'écoute des gens, à l'écoute de qui vous êtes. Donc, encore une fois, c'est pas des moyens financiers, mais que les gens comprennent vos valeurs, votre culture, etc. J'ai beaucoup aimé ce que Camille a dit tout à l'heure là, de Poche et Fils. Nous aussi, on est beaucoup là-dessus, les projets pilotes. Essai-erreur. D'être vulnérable là-dedans. On va essayer des choses, aller essayer des choses, peut-être ça ne fonctionnera pas, mais il faut essayer, faut être dans l'action. Donc, des fois, de le prendre plus petit. Une initiative que tu as entendue, tu trouves que ça pourrait être intéressant, les gens semblent être intéressés, ben, tu le fais à petite échelle, tu l'essaies, tu informes tes employés qu'on va l'essayer, on prend les feedbacks, par la suite, on peut le déployer ou non, dépendamment du succès. Donc, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être cher, d'impliquer les gens, d'être à l'écoute, puis mettre des choses en place que les gens veulent voir et entendre. Ben, ça fait toute la différence, que tu sois une petite ou une grande entreprise. Lucie? Ben, écoute, j'avais le mot connexion, fait que vous en avez parlé. Puis je dirais aussi donner l'exemple. Je pense que ça part souvent du soi, puis ça inspire. Fait que les gens aussi qui dirigent donnent l'exemple. Je pense que c'est à ne pas sous-estimer. Puis c'est souvent ça qui parle plus aux gens que ce que tu vas dire. Fait que voilà, fait que j'ajouterais juste ça. Puis j'allais dire aussi de savoir s'entourer. Des fois, quand tu es un entrepreneur, moi, j'aime bien le concept du CA personnel. Qui j'ai autour de moi, des fois, qui peut m'aider dans mes réflexions? Est-ce que j'ose connecter avec nos compagnies? Puis je mets ces employés-là ensemble avec les miens, puis on est juste plus dans la créativité. Fait que tous ces modes-là de co-création qui peuvent être le fun et qui ont des bénéfices, alors de ne pas hésiter aussi à s'entourer différemment, ça l'accélère. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre Oui, de dans d'autres une compagnies. petite entreprise en particulier, on n'a pas toujours plein de talents à notre disposition. Donc, de se jumeler comme ça peut être très porteur. Hey, merci beaucoup. On va passer aux questions qui sont rentrées là, par la salle. D'ailleurs, si vous en avez, c'est le temps de le faire là, des envoyés parce que notre panel se terminera bientôt. Pour faire suite peut-être à ce dont Camille parlait tout à l'heure là, avec la semaine de 4 jours, il y a eu une question qui est rentrée à savoir, pensez-vous que la semaine de 4 jours va aggraver la pénurie de main-d'œuvre? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans notre panel de la pénurie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, de façon objective, si c'était très si c'était très utilisé, c'est sûr que 4 jours par semaine, il risque de manquer plus de monde. Là. Mais moi, je pense quand même qu'avoir des gens plus heureux, moins fatigués, qui ont le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire la 5e journée, là, parce que s'ils veulent avoir 4 jours, c'est que la 5e journée, ils ont quelque chose qu'ils ont envie de faire. Là. Moi, je pense qu'on est tous gagnants. Je suis pas sûr que sur la productivité, en général, on perd tant que ça. Je pense que c'est un autre cas où on a peur d'avoir peur. Sérieusement. Oui, puis François, tu as totalement raison. Puis, je suis en train de réfléchir en me disant, la pénurie de main-d'œuvre, ça va rester pour un bout. Je pense qu'il faut commencer à le réfléchir différemment, à s'équiper différemment. Je pense que lorsqu'on a l'opportunité d'accès, je pense que c'est un défi de technologie puis d'humain. Fait que plus on va moderniser nos affaires, nos opérations aussi, on va les regarder avec des yeux différents en disant est-ce qu'il y a des choses que je pourrais automatiser, faire différemment, qui fait que je suis moins dépendante de la main-d'œuvre, mais celle que j'ai, je peux encore mieux l'accommoder. Fait qu'il faut que tu commences à regarder ta business globalement pour t'en sortir là-dessus. Puis moi, je vois beaucoup ces deux liens-là. Je vois aussi beaucoup de complémentarité en différents bassins. On a une accélération au niveau des retraités qui vont probablement vouloir se garder actifs. Fait que comment on jase puis on trouve la complémentarité dans des besoins de jeunes qui ont d'autres horaires. Fait que tout ça, cette créativité-là, je pense qu'elle va nous aider. Ceci dit, ça va rester pour quelque temps, ce défi-là, et équipons-nous pour que ça soit aussi plaisant quand même d'être dans cette pénurie-là. Je vais le dire comme ça. Excellent.
Question dans le même sens. Est-ce que vous avez, dans vos organisations, appliqué un droit à la déconnexion? On entend beaucoup parler de cette mesure-là, pour permettre aux salariés d'être en droit de ne pas être connectés aux outils numériques en dehors des horaires de travail. Est-ce que vous l'avez appliqué? Puis pourquoi? Puis comment ça va? Et si vous ne l'avez pas appliqué, pourquoi vous... Qu'est-ce qui est un obstacle à aller de l'avant avec quelque chose comme ça? Je vais peut-être jumper in, mes collègues Oui, pourront Karine. ajouter. En fait, nous, on n'utilise pas le mot droit à la déconnexion. Tu sais, c'est plus des principes directeurs, des guidance qui sont alignés avec ce qu'on vient de dire, de faire confiance à nos gens, de favoriser la flexibilité. On a assuré un retour au bureau là, en septembre, quand la pandémie, on voyait un peu la lumière au bout du tunnel. Puis on a vraiment donné des enablers ou des pratiques gagnantes d'un retour engageant, inspirant, etc. Puis oui, on a emmené quelques pistes de solutions, mais pour être bien honnête, on n'utilise pas le mot droit à la déconnexion, mais on emmène des pratiques gagnantes. Tantôt, tu parlais, François, les mercredis sans meeting. Bien, il y a des équipes, c'est ce qu'ils ont mis en place. On a outillé les gens pour c'est des détails techniques, mais dans l'envoi du courriel, comment qu'on s'assure qu'on peut envoyer un courriel qui va être reçu seulement lors de la prochaine heure ouvrable au travail, etc. Donc, on fait part de ces principes-là directeurs, de ces guidance, mais honnêtement, on n'a pas utilisé le mot droit à la déconnexion. Encore une fois, confiance des équipes, flexibilité des équipes. Tantôt, tu parlais, Lucie, d'accompagner les gestionnaires. C'est un excellent point. Là. Effectivement, là, nous, on a mis en place des dîners-conférences, des conférences qui s'adressent aux employés, mais aux gestionnaires plus particulièrement pour certains points, pour les aider justement à encadrer la gestion de leurs équipes dans une atmosphère de performance, mais d'inspiration, puis d'être inspirant pour leurs gens. Puis le co-développement entre eux est génial. Ils sont capables de se donner des idées. Donc, oui, on l'amène, ce concept-là, mais peut-être pas de façon formelle comme on peut le lire dans certaines littératures. Dans les médias, là. Ouais. Oui. On a essayé de mettre en place, nous aussi, un certain nombre de choses. Encore une fois, là, basé beaucoup sur la confiance des gens. Là, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de faire des réunions d'1 heure, de les faire toujours de 50 minutes. Pour pouvoir se garder 10 minutes entre deux Teams. On a appris aux gens comment programmer les emails pour que le samedi matin, surtout pour les patrons, que les emails ils partent juste le lundi matin à 7 heures. Le lundi. Donc, essayer de faire ça, ça marche relativement bien, mais c'est sûr qu'on est aussi dans un type d'entreprise où il y a beaucoup d'urgence. Et puis on est dans le service client. Puis les téléphones de nos employés, c'est nos téléphones, c'est des téléphones de bureau. Comme maintenant, les clients appellent plus au bureau parce que c'est inutile, il n'y a personne. Donc, ils appellent sur le cellulaire des employés. Fait que, je suis capable en partie de contrôler mon monde, mais c'est plus dur de dire à mes clients, appelle pas mon employé à 6h30 du soir, ça se fait pas. Oui, c'est une réalité particulière. Donc, il reste 1 minute. Je vais faire un petit sommaire. Là. J'ai pris des notes. En fait, j'ai écrit des mots-clés. Ouverture, confiance, agilité, humilité, authenticité, flexibilité, bienveillance. Je pense que ça résume pas mal ce que vous avez mis en place. Expérience employée, toute la question des valeurs. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est sorti aussi la transparence sur ce qu'on met en place aussi, qui est un facteur qui semble important. Puis rester en connexion avec nos équipes pour développer des organisations où tout le monde va vouloir travailler puis se développer et contribuer là, à la mission de l'organisation. Merci beaucoup à vous trois, ça a été super intéressant. Et puis, j'espère que vous avez pu être inspirés, là, les gens qui écoutent par ce que nos 3 panélistes ont mis en place dans leurs organisations. Merci. Merci. Merci à toi, Catherine. Merci. Salut, bonne fin de journée. Merci à vous 4. Super intéressant comme panel.